Chapitre 4. La vie d'avant. Fragment d'écriture. 30 avril 2024. Enfant, elle adorait courir dans les prés fleuris, mais elle détestait écraser les pâquerettes et les fourmis. Enfant, elle restait des heures à guetter les oiseaux, à tendre l'oreille à leurs chants, à leurs cris, à espérer qu'un moineau se laisse apprivoiser. Enfant, elle devenait souvent un aigle. Elle lui empruntait ses ailes de liberté. Elle épousait son envergure, sa majesté. Enfant, elle jouait à troquer son prénom, Célina, contre son nom de famille. Enfant, elle devenait Nicolas. Son père n'avait d'ailleurs jamais caché qu'il aurait préféré avoir un fils. Alors, elle devenait cet enfant-là, ce garçon, téméraire à qui on n'impose rien, ni de mettre la table, ni de porter une jupe. Cet enfant désiré. À l'école aussi, elle jouait à être Nicolas, son jumeau, son double, celui qui jouait au foot et faisait le fier avec sa bande de copains. Enfant, elle imaginait des histoires incroyables dont elle ne parvenait jamais à concevoir la fin. Enfant, on la croyait insouciante, mais elle savait tout. Elle connaissait les secrets, les peurs et les non-dits. Enfant, elle avait déjà 1000 ans. Ça, je n'ai aucune information sur sa vie d'avant. Extrait d'un recueil de notices biographiques de la famille Nicolas, réalisé par Germain Nicolas. Ces notices remontent à 1749, moment où Henri Nicolas se marie. On remonte donc au XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, dans ce document fascinant qui retrace les origines de notre famille. Petit bond en avant. On découvre dans ce document que Jacques Nicolas épouse Marie Lepage, qui lui donne 2 enfants, Gustave, né en 1859, et Jules, né en 1862. Jacques Nicolas meurt relativement jeune, à l'âge de 50 ans. Gustave n'a que 14 ans et son frère Jules, 11 ans. Pourquoi est-ce que je vous parle de Gustave et Jules Nicolas ? Parce qu'en fait, Gustave est le père de Célina. On sait donc qu'il est le fils aîné de Jacques Nicolas et qu'il imite ses cousins et entre aussi à la douane en 1883. Le 17 octobre 1885, il épouse à Sompton Marie-Adolphine Jacques. Il est le seul des Nicolas à avoir engendré 10 enfants. Maria, Célina, Laurentine, Émile, Marius, Julie, Numa et Paula. Parce que Nicolas, c'est une vieille famille d'ici, tu sais. Ils étaient assez nombreux. Maria meurt à 18 ans alors qu'elle était sœur novice à Virton. Célina avait 17 ans à l'époque. 3 ans plus tard, c'est sa maman, Marie-Adolphine Jacques, qui rejoint les étoiles. Sa maman est décédée quand elle a eu 20 ans. Et donc, Ah oui, elle avait 20 ans. Oui. Et donc, elle a dû s'occuper des frères et sœurs restants, quoi. Mhm. C'est ça peut-être alors. Qui te touche. Elle a perdu sa maman quand elle avait 20 ans. Oui, oui. Moi, j'en ai 25 ans. C'est Ça marque. atroce. Je savais pas ça. J'imagine qu'elle a dû à un moment donné s'occuper de la famille, un peu prendre le rôle de maman, quoi, finalement. Certains étaient très petits quand elle est décédée. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a été comme femme de chambre en France, pour ramener des sous, quoi. Oui, pour nourrir la famille, quoi. Et moi, c'est aussi dans mes hypothèses, mais on sait à l'époque, les femmes de chambre, tu vois, c'était pas non plus... il se passait des trucs, quoi. C'est là qu'il serait peut-être passé quelque chose. Il se passait des trucs, peut-être il se passait des histoires d'amour, et peut-être il se passait des histoires d'abus, quoi. On ne sait pas très bien, quoi. Et puis, oui, il y a eu toute l'époque 14-18 où, pareil, il y a eu potentiellement aussi des abus ou de la part des Allemands. La photo qu'elle est bien habillée, là. Tu la décrirais comment, toi, Célina, en fonction de cette photo-là ? Elle était femme de chambre d'une comtesse. Et tu penses que cette photo-là, elle est liée à cette période-là ?
Oh oui, parce que quand tu vois les photos d'après, c'est une femme de la campagne avec un chignon à peu près fait, il y a pas de comparaison, quoi. Oui. Moi, parce qu'ils se sont quand même pas mariés tôt, hein, quand tu regardes dans l'arbre généalogique. C'était une photo qu'elle avait sûrement fait là, par là. Il y avait des photographes ou un photographe du château ou un qui faisait des photos. Mm. Et tu... Et puis le décor aussi. Tu vois bien le décor, c'est pas un décor d'ouvrier, quoi. Hein? Ouais, maintenant, il y a quand même aussi une belle photo d'Eugène, hein, où il est aussi très très bien habillé. Ah oui. Ben, c'est peut-être la photo quand ils sont mariés, mais il n'y a pas de photo de mariage. Oui. Mm. Et est-ce que tu dirais qu'il y a des traits de famille? Oui. Qu'est-ce qui ressemblerait plus à elle? Je ne sais pas, moi. C'est une belle femme quand même, hein. C'est pas ça, lui, c'était un bel homme, hein. Il devait attirer les bonnes femmes, hein. À l'enterrement de la tante Yvonne, il y a une petite cousine, mais je ne sais plus son nom, ni où elle habite. Elle avait dit que on avait un oncle, que le grand-père allait aider une femme que son homme était malade dans sa maison. Elle ne savait pas avoir de gosse parce que son homme était malade et qu'elle avait eu un gosse. Mhm. Et elle avait dit, vous regarderez la Gazette et il ressemble c'est vrai qu'il ressemblait fort à mon père. Ça aurait été le demi-frère à ton grand-père, à mon père. Voilà, et j'ai jamais su en parler avec mon père puisqu'il est mort bien avant la tante Yvonne. Attends, Je ne connaissais pas ça. donc tu veux dire que Eugène aurait peut-être été le père de cet enfant, quoi. Oui, d'un garçon D'accord. qui a eu une fille. Et il a habité Disnol. Et moi, tu sais, cet homme-là, avant que je coupe le feu, il coupait le feu. Et une fois, je m'étais brûlée et j'avais été chez lui, il m'avait coupé le feu. Mm. Et il disait, mais je connais bien votre père, je connais bien toute la famille, je suis originaire de Somptono aussi. Moi, j'en ai pas posé plus de questions cette année-là, et puis je ne savais pas ça. Et donc c'est ça, ça se serait passé avant son mariage, tu penses? Non, ça se serait passé pendant son mariage. Ok. Et c'est peut-être ça, je dis, qu'elle n'a peut-être pas voulu évacuer à la guerre. Ah oui. Mm. S'il y avait eu un truc pareil, tu penses bien que, elle n'avait pas envie de le suivre. Parce qu'on a dit qu'elle était déprimée, mais il y avait peut-être une cause qu'elle était déprimée. Oui. Si ça s'avérait exact. Oui. Replongeons dans le document qui retrace l'histoire de la famille Nicolas. Célina est donc née le 30 mars 1888 à Évremont. Avant la guerre, elle a été quelque temps femme de chambre de la marquise de Pouilly au château de Grandpré. Elle épouse le 17 novembre 1917 Eugène Évrard, charron à Sompton. 4 enfants naissent de ce mariage, Marcel, Yvonne, Raymond et Émile. On peut lire dans ce document qu'Émile Nicolas, le premier fils de Gustave Nicolas et donc le frère de Célina, a été artilleur sur le front de l'Isère pendant la Première Guerre mondiale. Marius Nicolas, un autre frère de Célina, meurt inopinément le 7 janvier 1914 à l'âge de 22 ans. Célina avait alors 26 ans. On apprend aussi dans ce document que Paula, la plus jeune sœur de Célina, était institutrice et qu'elle est décédée en 1928 à la clinique de Saint-Marc des suites d'une intervention chirurgicale à l'âge de 26 ans. On m'a dit qu'elle a travaillé dans une école. Célina, je ne pense pas. Maintenant, sa sœur était institutrice et elle est décédée assez jeune. Donc peut-être que Célina l'a remplacée juste avant ou juste après. Numa Nicolas, un autre de ses frères, avait 15 ans en décembre 1916. Son frère Jules, lui, avait 17 ans. Cette année-là, ils sont déportés en Allemagne pour le travail obligatoire. Ils s'évadent
et sont repris. Histoire de Sompton. Yvan Baudson et Michel Pelguen. De la guerre de 1914 à Sompton, voici un compte-rendu établi à partir des divers souvenirs et renseignements que nous ont aimablement communiqués plusieurs témoins oculaires. Le 4 août 1914, dans l'après-midi, le garde champêtre appariteur, M. Jules Cresson, annonce au son du tambour la mobilisation générale. Au lendemain du départ de ces combattants, les gens au village vivaient dans l'inquiétude. La plupart se souvenaient trop bien encore des exploits des Prussiens en 1870. Les régiments français passèrent la frontière et les hommes en pantalons rouges criaient « Nous allons à Berlin !» Les civils accueillaient les soldats français, les ravitaillaient en boissons, en tartines, en tabac. L'état-major français s'installe au café-épicerie tabac Bertrand Lefebvre. Les nouvelles sur la bataille de Virton inquiètent fortement les adultes qui envisagent presque l'évacuation. La cave voûtée de la maison Goffinet sert, avec d'autres, de refuge pour la nuit aux voisins et amis. La peur redouble quand, des hauteurs du poteau, on voit la fumée dans le ciel d'Aeth, et l'on parle de fusillade par les Allemands. Les Français sont inquiets eux-mêmes. Par groupe, ils tirent au fusil contre les avions allemands. Les blessés étaient acheminés et soignés dans l'église, dans les écoles et dans la laiterie. On enterre au cimetière 17 morts. Un peu plus tard, des cultivateurs du village conduisent en charrette, sur un lit de paille, les survivants blessés qui gémissent et crient de douleur. Le convoi prend la direction de Montmédy. Au village, les habitants connaissent maintenant dans le menu détail les massacres et les incendies à Aeth et à La Tour. C'est la terreur. Or, voici que les patrouilles allemandes se font plus fréquentes. Les lances luisantes sont adossées à la façade du café Bertrand Lefebvre. Les Allemands sont là, qui déambulent dans les rues. Il leur arrive de descendre au bout du village, de tirer vers la France et de fuir ensuite vers Meix. Puis, ce sont des régiments entiers qui passent, traînant canons et caissons d'artillerie. Sompton se trouvait alors dans une zone d'étape. La guerre s'installe. Les Allemands réquisitionnent les produits agricoles, les ports. Les familles devaient déclarer l'étendue de chaque culture, le cheptel. 14-18, j'ai entendu parler de ça. Peut-être une fois ou deux, il racontait que le ciel, quand il regardait en direction du sud, le ciel était tout rouge le soir. C'était pas le soleil, c'était tellement on bombardait Verdun. Verdun qui se trouvait à quand même quelques kilomètres, c'était quand même pas tout près. Je me demande s'il n'y avait pas presque 100 kilomètres de distance. Le ciel était, ça c'est quelque chose qui m'avait toujours interpellé, il disait que le ciel était rouge. D'où il habitait, il voyait le ciel rougeâtre, alors que le soleil se couche à l'opposé. Donc c'était forcément tellement tiré au canon, l'infanterie allemande et l'infanterie française se canardaient à Verdun. On sait ce que ça a donné, puisque ça a été une véritable boucherie. Le front s'étant stabilisé devant Verdun, Sompton recevait régulièrement des troupes au repos. Quittant le front au matin, elles arrivaient le soir. Et après le repos, elles quittaient le soir pour rentrer au front le matin. Les Allemands s'étaient installés chez l'habitant, occupant les meilleures places de la maison. Le 4 décembre 1916, par un temps très froid, étaient partis les déportés de Sompton. Une quinzaine se sont rendus à Virton. Parmi eux, Jules et Numa Nicolas, obligés de servir les Allemands. Ils furent envoyés en Allemagne durant quelques mois. Et quand ils ont pu rentrer au village, ils n'étaient pas libres, du moins pas tous. La plupart ont dû travailler encore au service des Allemands, dans les bois de Meix, de La Hage et de Bellefontaine. Et plus tard, quelques-uns furent désignés et envoyés à Mouzon, près de Sedan. Alors, de Sompton partait régulièrement vers Mouzon un chargement de vivres à destination des derniers déportés au travail. Retour une dernière fois dans la brochure qui retrace le parcours des Nicolas. Pour ce qui est sans doute encore une autre histoire.
Après son service militaire, Numa Nicolas entre à la SNCB. Il travaille tout d'abord au service roulant, puis à l'atelier de Latour. Il épouse en 1924 Augusta Célestine Gillet, sœur de Lucie Gillet, épouse de son frère Jules. On sait de Jules qu'après son service militaire au 3e régiment d'artillerie, il s'engage à la gendarmerie. En 1924, il est nommé maréchal de logis, mais il résilie bientôt son engagement pour aller travailler à la SNCB. L'histoire de Jules et de Numa Nicolas semble donc étroitement liée.